souhaitais démarrer la conférence débat à partir d'un article de Sophie Peters qui est paru le 2 novembre dernier dans lemonde.fr, qui nous semblait un peu faire écho à cette journée. Alors, l'histoire qui relie les managers entre eux se construit souvent autour d'un sentiment de fatalité. Il n'y aurait pas d'autre choix que d'appliquer la politique de l'entreprise et de s'adapter à un ordre, même lorsqu'on le juge peu efficace. La façon de vivre le métier se réalise davantage dans la déploration de la situation que dans la recherche de solutions. Bref, on fait avec. Ce faisant, en croyant se protéger par une pratique défensive de leur métier, faute de s'interroger sur la façon de mettre en œuvre la politique de l'entreprise, les managers participent malgré eux à l'affaiblissement de leurs ressources pour travailler. En questionnant d'abord la méthode prescrite pour appliquer la politique de l'entreprise, les managers pourraient en évaluer l'efficacité, éventuellement arbitrer autrement la hiérarchisation des tâches à accomplir. À la question « est-ce vraiment obligé ?», les managers seraient alors amenés, par exemple, à refuser la participation jusqu'à la automatique à une réunion programmée par la hiérarchie et à prendre collectivement l'initiative de privilégier d'autres activités jugées plus utiles, ce qui leur permettrait par exemple de développer de nouvelles ressources psychologiques et sociales. L'examen de l'exercice de leur métier pourrait alors devenir un moyen d'identifier les possibilités de développer de nouvelles façons de faire, de nouvelles marges de manœuvre, mais aussi de couper court à une aliénation aux demandes d'autrui et à une solitude excessive face à l'intensification des tâches prescrites. Dès qu'ils parlent de leur métier, les managers retrouvent de la latitude. Donc parler de notre métier de manager ou de cadre, proposer comme aujourd'hui des espaces d'échange, d'analyse, de réflexion, qui nous permettent de sortir de l'isolement, de prendre du recul, d'avoir un regard critique sur notre pratique professionnelle et sur les méthodes de management mises en œuvre à Pôle emploi. C'est bien le sens de l'action du secteur 4 du SNU, et c'est bien le sens que nous voulons donner à cette journée au travers de l'intervention de Daniel Linard. Donc je vais essayer pendant à peu près 1h15, 1h30 de vous proposer une analyse des transformations du management sur 40 ans, puisque la thématique d'aujourd'hui c'est management moderne, confiance, perte d'autonomie, que s'est-il passé depuis 40 ans? Il me semble que c'est intéressant, si on veut s'occuper de la transformation du management, d'essayer de voir ce qui a changé et qu'est-ce qui nous reste ou pas des principes et de la philosophie taylorienne. Et c'est vrai qu'on sait tous, on connaît tous ce que représente l'organisation sur le plan technique taylorienne et fordienne, mais je pense que c'est pas inutile de revenir sur ce qu'a été le taylorisme et le fordisme en leur temps, ce qu'ils ont été en leur temps, parce qu'on verra le rôle fondamental que joue l'idéologie dans toute innovation organisationnelle et dans toute innovation managériale. Il y a un rôle tout à fait prégnant de l'idéologie pour faire admettre que le modèle de production proposé correspond aux intérêts supérieurs de la nation et vise en réalité à répondre positivement à des valeurs universelles. Voilà. Donc ça c'est un aspect très très intéressant qui explique le succès par exemple qu'ont connu le taylorisme et le fordisme, qu'on ne pourrait pas comprendre si on n'accepte pas que l'idée que le taylorisme et le fordisme ont rempli des fonctions très importantes à leur époque et ont pu être perçus comme le signe d'un progrès social, technique, économique important et ont pu fasciner certains esprits de gauche. Voilà. À l'époque du taylorisme et du fordisme, il y avait des organisations de gauche, des partis de gauche qui trouvaient que effectivement c'était des formes extrêmement utiles et que la lutte devait se mener non pas sur l'organisation du travail mais sur la répartition entre salariés et patronat des bénéfices produits grâce à cette organisation du travail qui n'était pas remis en cause. Bon, je vais essayer de vous expliquer cet aspect-là du taylorisme et du fordisme et aussi en quoi ils ont correspondu à une certaine forme d'équilibre et en quoi les principes fondamentaux se retrouvent dans le management moderne. Il y a même s'il y a une rupture évidente
entre le taylorisme et le fordisme et le management moderne, il y a aussi des éléments tout à fait déterminants et tout à fait fondamentaux de continuité entre ces deux types d'organisation du travail. Alors, j'ai essayé de mettre en évidence que la quintessence du taylorisme et du fordisme, ça reposait sur deux choses. Premièrement, une attaque en règle des savoirs et des connaissances et des métiers. C'est la base fondamentale du taylorisme et du fordisme. On prend les connaissances, les savoirs, les métiers dans la tête, entre guillemets, des ouvriers pour les donner à ceux qui vont travailler avec le patron. Et donc, on transfère le pouvoir que représente le savoir des ateliers vers les bureaux. Premièrement, c'est ça qui caractérise fondamentalement le taylorisme, une dépossession. Et deuxièmement, toute une entreprise de légitimation de cet aspect-là, au nom de la science, au nom de la prospérité économique, au nom de la croissance du pays, et au nom des consommateurs, et même pour le bien-être des ouvriers qui va se développer à l'extérieur du travail grâce à des salaires plus élevés qui leur permettront une vie de loisir, enfin une vie matérielle plus facile, plus aisée. Voilà, c'est ça la logique. Bon. Comme vous le savez, cette logique, ce qu'on a appelé aussi une espèce de deal implicite entre les ouvriers, les syndicats et le patronat, c'est-à-dire que le patronat avait les mains libres pour réorganiser sans cesse le procès de travail, qui a conduit à l'extension des chaînes de montage, à l'extension du travail de nuit, à l'extension du travail en équipe, etc., à la déqualification. Donc ce deal qui fait que cette dégradation a été compensée par des augmentations de salaire tout à fait importantes et régulières, a volé en éclats à un moment donné autour de l'année 68. Alors particulièrement en France, mais dans le monde entier, il y a eu une remise en cause de ce qu'on avait pu appeler l'ordre social, ce qu'on aurait pu appeler l'ordre social capitaliste, qui régnait dans les entreprises soumises à cette logique taylorienne, fordienne. Alors, ce que réclamaient les gens, il faut savoir, par exemple, si on s'attarde sur la France, parce que la France est intéressante, c'est le pays où le taylorisme et le fordisme ont été poussés jusqu'à leur extrême, pour une raison très importante aussi, c'est que la combativité syndicale était la plus forte, donc il fallait encore plus verrouiller les ouvriers de manière à ce qu'ils ne puissent pas imposer leur point de vue et leurs valeurs professionnelles sur le travail, et via leurs organisations syndicales. Donc en France, ça a été particulièrement développé. Et d'ailleurs, la remise en question de cette logique taylorienne-fordienne a été d'une violence extrême. 3 semaines de grève générale en France, en 68, avec occupation d'usines. C'était plus important que sous le Front populaire. Donc vraiment une remise en question extrêmement forte, extrêmement violente, qui a énormément inquiété les dirigeants des entreprises capitalistes et qui a aussi énormément préoccupé les dirigeants politiques. Le patronat a été beaucoup plus efficace dans sa réaction par rapport aux événements de 68 qui leur ont donné un véritable traumatisme. Il y avait vraiment un traumatisme patronal, il y avait le sentiment qu'ils ne pourraient plus continuer à mobiliser leur main-d'œuvre comme ils le souhaitaient au sein des entreprises. Et ils ont trouvé une parade très efficace qui s'est affirmée en 1973 aux assises du CNPF, et ça a été individualisation de la gestion des salariés. C'était une manière extrêmement intelligente de trouver une stratégie, parce que individualiser la relation de chacun à son travail, la gestion et l'organisation du travail, c'est évidemment un moyen d'inverser le rapport de force absolument radical, quand on a affaire à des individus et plus à des masses qui sont gérées par de façon collective, effectivement, on inverse totalement le rapport de force, mais ils ont pu le faire, comme Taylor et Ford dans leur temps, avec une légitimation
idéologique extrêmement astucieuse, extrêmement intelligente, sur le mode de « nous vous avons compris », le mode un peu du général de Gaulle qui disait tout le temps « je vous ai compris ». Eux, c'était la même chose, « nous avons compris ». Vous voulez de l'autonomie, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez voir pris en compte la qualité de votre engagement personnel dans le travail, vous voulez pouvoir vous reconnaître dans le travail, c'est très important. Et évidemment, ça ne peut passer que par une personnalisation, une individualisation de la relation de chacun à son travail. C'est évident qu'il y avait une logique dans cet argumentaire, dans ce discours, qui mettait dans la balance, nous allons individualiser. Bon, c'est vrai que ça fait une perte de capacité de mobilisation, mais c'est ce que les salariés veulent profondément. Voilà. La forme que ça prend, c'est une attaque en règle des collectifs aussi, hein, les collectifs de travail, parce que c'est dans les collectifs que s'élaborent les savoirs, les savoir-faire, les connaissances, hein, tout ce qu'on appelle le travail réel. Je pense que ça vous connaissez par opposition au travail prescrit. Hein. Bon, bah, le travail réel, il s'élabore dans les collectifs de la même manière que les valeurs professionnelles, les valeurs morales, les valeurs politiques, les valeurs syndicales s'élaborent aussi dans les collectifs. Eh bien, on va voir que tous les dispositifs qui vont s'aligner les uns après les autres dans les années 70, 80, 90, ça va être pour attaquer systématiquement les collectifs. Je vais prendre quelques exemples. Les horaires variables au milieu des années 70. Bon. Alors, c'était difficile pour les syndicats de s'opposer aux horaires variables parce que c'était effectivement une liberté plus grande, notamment pour les femmes qui souhaitaient accompagner leurs enfants à l'école. Bon, mais si les gens n'entrent pas au même moment dans l'entreprise, n'embauchent pas au même moment, ne prennent pas leur pause au même moment, ne déjeunent pas au même moment, ne quittent pas l'entreprise au même moment, c'est un début de désagrégation de la vie collective qui commence. Et même, c'était très frappant de voir qu'à l'époque, les syndicalistes disaient « mais ça nous complique la vie » parce que même tracter une usine de plusieurs milliers d'ouvriers, si les gens n'embauchent pas tous à la même heure, ben c'est très difficile de tracter, hein, alors qu'avant on met une centaine de militants, paf, c'est fait en 5 minutes. Bon, la capacité d'intervention des syndicats devient plus complexe, et puis le sentiment que peuvent avoir les salariés d'avoir un destin commun dans l'entreprise, hein, de tout partager, les horaires, les moments, etc., ça commence à s'effilocher de la même manière que la polyvalence. Très bien la polyvalence, ça introduit de la variété dans le travail, mais ça veut dire que les gens ne sont plus tout le temps côte à côte dans la stabilité, mais voilà, ça circule, ça bouge, cette fameuse fluidité qui va devenir omniprésente, elle commence à s'introduire déjà à l'époque sous différentes formes, avec des habillages idéologiques, c'est bien, c'est la variété, etc. Mais les collectifs disent « ah oui, ben la vie collective, elle perd un peu de sa substance, etc. » Puis après, individualisation des primes. Alors là, on commence à battre plus que l'individualisation, c'est la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres, parce que si les primes ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a objectivement une mise en concurrence de certains salariés les uns avec les autres, etc. Puis après, individualisation des salaires, bon, encore plus, pour arriver à ce qui est vraiment la quintessence du modèle managérial contemporain, à savoir ce fameux entretien individuel avec le N+1, au cours duquel chaque salarié, qu'il soit opérateur, technicien, ingénieur, cadre, va se voir fixer des objectifs personnels et puis va subir une évaluation, elle aussi personnelle, de sa performance. Mais qui aurait pu imaginer une seule seconde, dans les années 60, qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef, sans être accompagné par un représentant du personnel, sans être accompagné par des collègues, pour se voir affublé d'objectifs personnels et se voir évalué individuellement, personnellement dans son travail. C'était absolument inimaginable, impensable. Voilà, 30 ans plus tard, avec une certaine facilité, hein, cette mode de mise en concurrence et d'individualisation, mais quasi hystérique du travail, est devenu absolument général, et ça a été d'abord dans le privé, ça s'étend, ça se diffuse largement dans le secteur public. Donc, comme je le disais, le patronat, qui est devenu le management en cours de route, a trouvé, lui, les modalités pour s'adapter
à cette situation qu'il avait trouvée catastrophique en 68, qui le menaçait dans sa capacité d'imposer l'ordre social, c'est passé par l'individualisation, la personnalisation, alors que les syndicats peinaient à l'époque encore à définir une politique revendicative satisfaisante, et surtout ils voyaient grignoter avec cette déstabilisation des collectifs, vous voyez grignoter systématiquement le rapport de force qu'ils étaient susceptibles d'imposer dans l'entreprise. Est-ce qu'on a une rupture avec le taylorisme total? Ben, je dirais non, parce que ce qui constitue, me semble-t-il en tout cas, le cœur du management moderne, c'est de faire en sorte que chaque salarié, dans sa situation de travail, se transforme en petit bureau des temps et des méthodes pour s'imposer à lui-même la philosophie d'économie des temps et des coûts taylorienne en permanence. C'est-à-dire, ça ne sont plus des définitions du travail faites par les bureaux, des ingénieurs, etc., pour chaque instant de l'activité professionnelle, selon la philosophie taylorienne d'économie systématique des temps et des coûts, mais on va... Oui, excusez-moi. Ouais. Mais c'est chaque salarié qui doit se faire le relais de la pensée taylorienne, donc d'économie des temps et des coûts en permanence, pour se l'appliquer à lui-même, et donc faire l'usage de lui-même, professionnellement parlant, le plus rentable, le plus profitable, le plus efficace possible, du point de vue des critères tayloriens, qui restent tayloriens, d'efficacité économique de sa direction. Le changement, il est là. Chaque salarié doit être le relais de la pensée taylorienne pour s'ajuster en permanence à des situations de travail fluctuantes. Donc s'administrer à lui-même cette philosophie d'économie des temps. Et ça s'appelle comment? Le lean management. Voilà. La version moderne, c'est du taylorisme, c'est le lean management. Chaque salarié doit être le relais efficace de cette pensée. Alors, vous allez me dire, comment on fait pour que les salariés acceptent? On ne va pas gagner. Si? Enfin, on vous dirait, voilà, vous êtes chacun un petit bureau des temps et des méthodes, vous allez vous appliquer tel type de procédure et de bonnes pratiques, on compte sur vous. Bon, c'est pas gagné, même si le marché du travail est très tendu, même si il y a une individualisation qui met en concurrence les uns avec les autres, ben, pour que chacun soit habité loyalement, du point de vue des entreprises, des directions d'entreprise, loyalement habité par cet objectif, ben, il faut trouver quand même des solutions. Alors, deux types de solutions. La première, qui est plus sur le versant idéologique encore, hein, de manipulation des esprits, il faut convaincre, il faut faire adhérer, il faut arracher le consentement, il faut séduire les salariés pour qu'ils considèrent que ces méthodes, ces protocoles et cette perspective de lean management est la meilleure pour tout le monde. La meilleure pour sauvegarder les emplois, pour défendre la performance des entreprises, pour sauvegarder les emplois, pour le bien de la France, qui doit impérativement gagner sa 6e place sur le plan mondial. Donc, il faut, voilà, c'est bien pour tout le monde, il faut que les gens le croient. Et on a pu voir à l'œuvre toute une série de dispositifs qui visaient à séduire, convaincre, persuader, arracher le consentement de ces individus mis au travail dans cette nouvelle logique managériale. D'abord, ça s'est traduit par une période participative dans les années 80, début des années 90. Participative, on a parlé de phénomène participatif. Il y avait un nombre de groupes ad hoc, de cercles de qualité, de groupes de progrès. Il y avait un nombre de rencontres, de grandes messes, où il s'agissait de diffuser les critères, les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'identité de l'entreprise. Hein. Ça a beaucoup animé les années 80 et le début des années 90. Les salariés étaient tous soumis à cette pression on est tous unis. Il fallait promouvoir l'idée du consensus, l'idée de la fin de l'antagonisme, la fin des conflits d'intérêts, tous unis face aux mêmes défis. Et puis après, très rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? À une autre phase, où les directions d'entreprise disaient, finalement, pourquoi ne pas contribuer à la diffusion de la morale
de l'éthique. Hein. C'est les directions d'entreprise qui allaient diffuser ce qui était moral, ce qui était éthique, ce qui est un salarié vertueux. Et pour la société tout entière. Alors là, on a vu fleurir les chartes éthiques, les codes déontologiques, les règles de vie. On dit le bien, on dit ce qui est bien, ce qui est mal quand on est une direction d'entreprise. On dit, voilà, comment il faut faire pour être un salarié vertueux, le seul qui a sa place dans les entreprises. Alors qu'est-ce que c'est qu'un salarié vertueux? Eh bien, il est flexible, il est mobile, il est disponible, ça tout le monde le sait. Il vise l'excellence en permanence. Bon, il est honnête, il est loyal avec sa direction, mais surtout, et on n'a pas assez vu l'importance de cet aspect-là à l'époque, il accepte de se remettre en cause, il accepte de prendre des risques, il accepte de se mettre en danger. Et d'ailleurs, pour illustrer la chose, dans certaines entreprises, on les faisait sauter à l'élastique, ces braves salariés, pour qu'ils voient bien que c'est pas de la rigolade hein, que d'avoir sa place dans l'entreprise. C'était pas imposé, c'était volontaire. Mais l'image était là. Hein. Le bon salarié, c'est celui qui court le marathon si on lui demande, qui saute en parachute si on lui conseille, etc. Et qui montre que vraiment il est prêt à aller très très loin pour être un bon salarié dans son entreprise. Au passage, le travail, qui était une expérience socialisatrice par excellence, hein, on travaille pour autrui, on travaille pour la société, et devient une épreuve solitaire où chacun cherche une satisfaction narcissique, cherche à approcher un idéal du moi, et en gros le travail c'est l'affaire de l'entreprise et de ses intérêts, et de chacun personnellement et de son narcissisme. C'est quand même une perte extraordinaire pour la société. Le travail n'est plus le cordon ombilical qui relie chacun dans son atelier ou dans son bureau à la société. Non, le travail c'est un moyen de se découvrir, de se faire plaisir narcissiquement et de jouer le jeu des intérêts à court terme dans le cadre d'un capitalisme financier de son entreprise. Bon. Alors ça c'est tout un aspect auquel il faut rajouter une dimension ludique, plus particulièrement à l'égard des jeunes. Hein. Venez jouer chez leur, comme Google par exemple. Dans les établissements Google, on peut venir à son étage en toboggan ou en rampe à incendie. Et pour se divertir, il y a une espèce de soucoupe volante où vous avez de la musique technologique, etc. Il y a le côté jeune qui est entretenu. La fête, c'est dans l'établissement. Les rencontres, c'est dans l'établissement, tout est possible, tout est permis dans l'établissement, etc., etc. Il y a toute cette dimension qui vise à envelopper idéologiquement les salariés pour les attirer progressivement, leur faire consentir à se transformer en ces petits bureaux des temps et des méthodes, et donc à avoir un rapport au travail qui n'est plus celui où se fructifient des valeurs professionnelles, des valeurs syndicales, des valeurs politiques, des valeurs éthiques, personnelles, hein. Mais le travail, c'est un enjeu pour les entreprises et pour chacun narcissiquement. Voilà, ça c'est un aspect très important, idéologico, ce qu'on appelle en gros la psychologisation, hein. Vous devez connaître du travail, et aussi ce qu'on pourrait appeler, enfin moi ce que j'appelle une surhumanisation du travail. On ne veut plus voir que des hommes et des femmes avec leurs besoins, leurs aspirations, leurs rêves, leurs fantasmes, mais leurs faiblesses aussi. Et du coup on a les RH du bonheur. Puisqu'on voit qu'on ne veut voir que des hommes et des femmes, on a des RH du bonheur. Et les RH du bonheur, ils sont là justement pour, dans ce cadre et dans ce contexte difficile, pour prendre en charge tout ce qui est périphérique au travail. Donc on va leur faciliter la vie domestique pour qu'ils puissent s'adonner totalement au travail, qu'ils arrivent l'esprit libre. Hein. Donc conciergerie, on nettoie, on repasse vos affaires, on vous prend les billets au cinéma, au théâtre, on vous loue les voitures pour les cadres. Hein. Si vous avez besoin, on envoie un bouquet à madame si vous restez trop tard, vous êtes un monsieur, vous restez trop tard au travail. Bref, il y a toute une prise en charge, comme à la manière de Ford, une intrusion dans la vie privée, on va vous aider à vivre, quoi. Bon. Et puis, on va aussi s'occuper de vous sur le plan psychologique, psychique, avec les numéros verts, on va vous faire méditer un peu si ça ne va pas. Et puis, physiquement, on vous masse, si vous êtes noué dans le dos, etc. etc., etc. Bon, on s'occupe de vous, les RH bienveillantes, les RH du bonheur. C'est très intéressant d'aller aux rencontres des RH, ils y croient profondément, ils sont là pour le bonheur, pour le bien-être des salariés. Et voilà, ça c'est tout un aspect, hein,
qui est là pour envelopper le salarié et l'amener progressivement à accepter cette nouvelle réalité du management et cette nouvelle impératif qui est de faire l'usage de soi-même le plus efficace et le plus rentable possible du point de vue de la direction. Donc il faut aussi convaincre de façon plus pragmatique. Bon. Et convaincre de façon plus pragmatique, je pense, ça prend l'allure de ce que j'appelle une précarisation subjective. Et cette précarisation subjective, c'est-à-dire affaiblir les salariés, les déstabiliser, de quelle sorte à ce qu'ils se jettent sur les procédures, les méthodologies, les bonnes pratiques, les process, etc., comme sur des bouées de sauvetage, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont mal dans leur travail. C'est ça que j'appelle la précarité subjective. Et ça passe par, exactement comme Ford et Taylor, surtout Taylor, une attaque en règle des connaissances et des métiers. Voilà. Là, actuellement, pour obliger les salariés à se conformer, comme Taylor en son temps, eh bien, il s'agit d'aller casser les métiers, d'aller casser l'expérience accumulée par les salariés ou leurs collectifs. Et on le voit particulièrement bien à l'heure actuelle dans le secteur public. Hein. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les établissements scolaires, vous le voyez de façon extrêmement claire, cette attaque en règle des métiers, des connaissances, de l'expérience, des pratiques professionnelles. Mais je pense que c'est la même chose chez vous, hein, dans Pôle emploi. Et ça se fait notamment à travers la pratique du changement perpétuel. Cette politique des restructurations constantes, qui sont présentées là aussi idéologiquement, comme étant une preuve de la capacité de réactivité, d'un management courageux, fort, qui n'a peur de rien, et qui anticipe, et qui change, et qui ne pense plus en termes de se protéger, mais au contraire qui a l'audace de changer en permanence, eh bien, il procède à des restructurations permanentes de services, de départements, à des redéfinitions de métiers, à des recompositions de collectifs de travail, de groupes de travail plutôt, à des déménagements géographiques, à des fusions, des externalisations, des réinternalisations, une mobilité systémique. Pardon ? Micro. Ah oui, vous êtes fatigant. Hein. À une mobilité incessante, donc des restructurations permanentes, des fusions, des recompositions, des changements de logiciels, etc. Soi-disant pour montrer qu'on est réactif, qu'on est performant, qu'on anticipe, qu'on va aussi vite que la vie change, mais ça a aussi pour fonction de déstabiliser les salariés et de leur faire perdre une de leurs ressources primordiales, l'expérience de leur travail, qui leur permet d'avoir un point de vue argumenté et aguerri sur la manière dont il faut travailler, qu'ils pourraient éventuellement opposer tacitement ou explicitement aux directives de la hiérarchie et de la direction. L'expérience, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour des hiérarchiques, surtout qui ne connaissent pas bien le métier, puisque les hiérarchiques sont de plus en plus des managers et de moins en moins des experts, donc ils ne connaissent pas bien le travail. Et avoir affaire à des salariés qui peuvent se prévaloir de leur expérience ou des règles du métier, etc., ou de connaissances qu'ils ont accumulées dans des collectifs ou individuellement, c'est dangereux pour eux. Donc, il y a une casse de ces connaissances, de ces compétences, de ces savoirs. C'est même pas qu'on les transfère ailleurs, c'est qu'on les casse. On les casse. Et dans cet état d'esprit, et d'ailleurs ça correspond bien à toute cette terminologie que nous connaissons et qui nous envahit, on ne veut plus tellement les savoirs, les savoir-faire, mais les savoir-être, comprendre ce qu'on veut de vous, savoir adapter une procédure, savoir s'ajuster à un client, etc., etc. Donc il y a toute une logique de dépossession, là aussi comme Taylor l'avait fait, des ressources que sont les connaissances, les compétences, par cette pratique du changement permanent. Après, ils se connaissent trop entre eux avec la hiérarchie, ils se connaissent trop entre eux avec les clients, il se passe des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne suit pas. Et donc, il faut que les gens, il faut les secouer en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Il y a certaines entreprises qui disent il faut que les salariés acceptent de sortir de leur zone de confort, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? C'est la zone où ils maîtrisent tout simplement leur travail, parce qu'ils le connaissent bien, parce qu'ils connaissent les interlocuteurs, ils connaissent les collaborateurs. Donc ça, c'est pas bien. Hein. C'est la zone de confort. Et alors, ils disent, ce qu'ils disent, le management ne dit pas officiellement ils vont pouvoir s'opposer à nous. Non, le discours officiel, c'est ils vont s'endormir, ils vont s'ankyloser. Ils ne vont pas chercher à être tout le temps dans l'excellence, dans la réactivité, ils ne vont pas chercher à être bons tout le temps. Ça va les ankyloser, ils vont avoir des petites routines, des habitudes, c'est pas bon.
un minimum de peur dans les organisations. Alors ils disent pas trop, parce que si on en met trop, la peur ça anesthésie, et c'est pas bon. Mais il faut une peur qui stimule les gens, qui se disent tout n'est jamais gagné. Il faut tout le temps être en état de veille, tout le temps en réactivité, tout le temps en anticipation, tout le temps prêt à écouter, à entendre les sollicitations de la hiérarchie. Donc ça c'est théorisé hein, par des cabinets de consultants, par des psys, par des gourous, qui expliquent comment on crée une certaine vigilance, une intégrité suffisante pour que les salariés soient obligés, une fois de plus, à se tourner vers les procédures, les méthodologies, les process, les protocoles, les bonnes pratiques, comme à des bouées de sauvetage, des choses qui vont les sécuriser, mais que les directions veulent absolument qu'ils appliquent. Donc ça, c'est tout un aspect qui est extrêmement important et qui a à voir, alors là, de façon absolument évidente, avec ce qu'on appelle massivement maintenant la souffrance au travail. La souffrance au travail, c'est devenu un mot omniprésent. Hein, dès qu'on ouvre les médias, qu'on écoute les médias ou qu'on ouvre un journal ou un discours politique, on nous parle de la souffrance au travail, on parle de harcèlement, etc. etc. Comme si ça n'existait pas avant. Comme si ça n'avait pas existé avant. Bien sûr que ça avait existé. La souffrance au travail, sur les chaînes de montage, c'était quelque chose qui était tout le temps présent. Le harcèlement aussi, hein, on a une loi qui date de 94, je crois, mais dans les années 60, le harcèlement était l'outil de management aussi, hein, puisque dans les usines automobiles, on recrutait la hiérarchie parmi les anciens adjudants de l'armée coloniale en Indochine. Et donc, ils étaient là pour faire suer le burnou. Et ces collectifs qui, entre guillemets, avaient leur manière à eux de gérer la souffrance. Gérer la souffrance de plusieurs manières. Premièrement, en élaborant justement des savoir-faire adaptés qui permettaient de moins se fatiguer, de s'économiser, de gagner un peu de temps, de prendre moins de risques, d'éviter les accidents, et que les anciens transmettaient systématiquement aux plus jeunes. Il y avait ça. Il y avait la solidarité. On s'aidait, on s'entraidait. Quand quelqu'un coulait sur une chaîne, on allait travailler plus vite pour l'aider. Et puis surtout, il y avait le décryptage politique et syndical de la souffrance. On dit, voilà, on en bave, entre guillemets, bon, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que c'est en liaison avec le rapport de force, l'exploitation, le patron, il veut s'en mettre plein les poches, et donc il accélère les cadences, il nous fait peser, il nous met la pression, etc., etc. C'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas légitime. Ils vous disent, je souffre, mais vous savez, madame, c'est parce que je crois que je suis pas bon. Je crois que je suis pas à ma place. Je crois que je suis pas à la hauteur. Je crois que je ne comprends pas ce qu'on veut vraiment de moi. Je vois que les autres s'en sortent mieux, j'ai l'impression. Mais moi, je ne vais pas bien, etc. C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation, une culpabilité. Chacun pense que les autres vont bien, mais que soi va pas bien parce que il n'est pas à la hauteur, il ne comprend pas, il n'est pas bon. Voilà, moi j'ai entendu des salariés de très haut niveau, des cadres supérieurs me dire, vous savez, ils ont raison, je suis mauvais. Pour mettre à distance d'une certaine façon la souffrance, pour lui donner du sens. Maintenant, la souffrance, elle n'a plus de sens. On ne comprend pas vraiment pourquoi on souffre quand on est salarié dans le management moderne. On a l'impression qu'on est un problème, qu'on est un cas social. Alors qu'avant, la souffrance, ça faisait partie voilà, ils nous exploitent. Et du coup, ça portait les individus à se constituer en acteurs collectifs pour essayer de peser et de changer les choses. Et de facto, les collectifs de travail, ils avaient un certain poids, ils avaient une certaine influence sur l'agent de maîtrise, ils parvenaient d'une certaine façon à contenir ces exigences trop fortes ou à le remettre à sa place. Et donc, à l'heure actuelle, la souffrance, elle vient du fait que chacun est confronté tout seul, personnellement, dans une épreuve solitaire, un tête-à-tête, mais vraiment parfois dramatique, avec son travail, dans un climat, dans un contexte créé pour mettre chacun justement en situation relative d'incompétence, puisque quand tout change tout le temps, les gens sont en situation permanente d'apprentissage. Hein, il faut qu'ils réapprennent à chaque fois. Donc ils sont comme des apprentis à chaque fois. Ils ne peuvent pas bénéficier de leur professionnalité, des qualités qu'ils ont acquises grâce à leur expérience, grâce à leur savoir qu'ils ont constitué,
individuellement ou collectivement. Ils ont été dépossédés de leur professionnalité. Quand tout bouge tout le temps, quand tout change tout le temps, quand on n'a plus les repères, quand on n'a plus les collègues avec lesquels on peut converser, mettre en débat les enjeux du travail, eh bien on est en situation de relative incompétence. Et du coup, il y a une véritable souffrance qui est double, liée à la peur de faire une faute professionnelle, qui peut avoir des conséquences terribles pour autrui, puisqu'on travaille beaucoup pour autrui, hein. Donc de nuire à autrui, mais de nuire à soi-même aussi, parce qu'on peut être viré, on peut perdre son emploi. Bon, il y a ça, et puis il y a l'image de soi dégradée, hein, à qui on est, qu'est-ce qu'on est. On n'est pas capable de maîtriser son travail, on n'est pas capable de faire vivre les valeurs dont on est porteur au travail, valeurs professionnelles, valeurs personnelles, valeurs éthiques, valeurs morales, valeurs syndicales. On n'est plus capable de faire ça. Et donc, la souffrance, elle est pour beaucoup liée à cet aspect-là, de ne plus pouvoir maîtriser son travail. Parce qu'il y a eu une attaque en règle, comme du temps de Taylor, une attaque en règle de la professionnalité. Combattre et détruire l'expérience des salariés par ce changement permanent, c'est une attaque à la profession, c'est une attaque directe de la professionnalité, de la même nature que celle que Taylor avait opérée en son temps, en allant chercher dans les bureaux, dans les têtes des ouvriers, toutes leurs connaissances pour les amener au bureau, qui allaient leur donner à la place des prescriptions, des modes opératoires, des consignes très strictes, etc. Et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus marquer de leur empreinte le travail. C'est la même chose maintenant. Et ça, c'est au nom de la continuité, pour le service public, au nom de la continuité du service public, au nom des deniers publics, au nom des impôts payés par nos concitoyens qui concèdent cet effort et ce sacrifice fondamental. Il faut que les populations du secteur public acceptent de changer de mentalité, acceptent qu'on leur dise ce que devient le service public. C'est plus à eux de décider ce qu'est le service public. Il n'y a plus cette tradition qui était transmise par les anciens quand les jeunes arrivaient dans le service public avec cette socialisation très particulière des valeurs républicaines, des valeurs du service public, pourquoi on est là, à quoi on sert. Non, ça maintenant, ce sont les directions qui vont donner un nouveau contenu à toutes ces valeurs de service public, dit public, au nom de l'efficacité. Hein. Si on veut sauver la santé, il faut en passer par là. Ça veut dire en passer par là, je prends un exemple, combien de temps vous devez passer avec les chômeurs, avec les gens qui viennent vous voir. On recompose, on redéfinit les valeurs du service public, et donc ce qu'on exige, c'est une métamorphose identitaire des agents du service public. Il faut qu'ils acceptent de reconsidérer complètement les valeurs dont ils étaient porteurs, les missions dont ils se sentaient investis, parce qu'on va leur expliquer comment il faut travailler pour sauver le service public, comment le rendre rentable. Et qui va vous expliquer comment le rendre rentable? Ce sont des experts qui, eux, vont transférer les bonnes pratiques du secteur privé qu'ils ont mis en place dans le secteur privé et qui vont le faire débouler dans les services publics. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et pour que ce changement puisse s'opérer, il faut une attaque en règle de la professionnalité. Parce que si vous étiez maître de votre professionnalité, si vous pouviez utiliser votre expérience, si vous pouviez compter sur des collectifs de travail, etc., vous seriez en mesure de faire valoir un autre point de vue sur la manière de travailler, en montrant que l'efficacité n'est pas celle que l'on pense en plus haut lieu, ou en lieu beaucoup plus abstrait, en tout cas, celui des consultants, qu'un travail efficace, c'est un travail qui peut justement bénéficier de l'expérience, de la professionnalité, des savoirs, de l'appui des collectifs au travail. Et donc il y a un gâchis fondamental. Il y a un gâchis fondamental dont ont parfaitement conscience les managers, mais ils pensent que c'est une phase nécessaire. Et qu'on est dans un moment, dans un épisode, où il s'agit de casser, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, bien il faut casser les esprits, il faut casser les valeurs pour promouvoir d'autres valeurs, d'autres manières de travailler, et voilà. Et donc, certes, c'est dommage, vous diront certains managers d'en passer par là, mais on ne peut pas faire l'économie de cette phase où on doit, en gros, faire table rase pour pouvoir refaire fleurir d'autres valeurs, un autre contenu du service public, avec d'autres manières de travailler, et des agents qui soient totalement acquis
à cette nouvelle manière de travailler, à cette nouvelle cause. Cette phase, en réalité, le management s'appuie sur les jeunes, beaucoup sur les jeunes, hein, donc sur un conflit intergénérationnel. Il mise sur les jeunes qui n'ont pas été pollués comme les anciens par d'autres manières de travailler, par d'autres valeurs, et il y a une disqualification donc extrêmement forte des seniors. Tout cet aspect-là s'accompagne du... Ça va ensemble, hein. Si on disqualifie l'expérience dans le travail, on disqualifie évidemment les seniors. C'est pas par hasard qu'en France, les seniors sont particulièrement peu présents sur le marché du travail. Il y a beaucoup de non-actifs seniors comparativement aux autres pays. Alors, pour terminer, parce qu'il me reste encore 5 minutes, je voudrais juste dire peut-être un mot sur la spécificité de la France par rapport à ce management. Parce que souvent on me demande, mais est-ce que ce que vous décrivez de ce management, est-ce qu'il est typiquement français? Est-ce que c'est partout pareil? Bon. Alors, cette tendance managériale, hein, je suis partie de Taylor et de Ford qui étaient américains. J'ai parlé du lean management qui est japonais. Donc on voit bien qu'il y a des tendances qui sont mondiales. Mais il y a une spécificité en France qui explique une certaine dureté de la façon dont ont été appliqués le taylorisme et le fordisme et sont appliqués les nouveaux principes du management moderne. C'est que pour beaucoup, on considère qu'en France, il y a une population de salariés spécifique. Alors, de 2 points de vue, la première, c'est que il y a un héritage plus fort qu'ailleurs de l'idéologie de la lutte des classes. Vous savez que la CGT, le PC ont été particulièrement forts comparativement aux autres pays occidentaux en France. Et donc, dans le titre de votre journée, il y a le terme de confiance. Je dirais que la défiance des managers à l'égard de la population des salariés français est très très forte. Les salariés français sont dangereux, potentiellement. Ils ont toujours peut-être bloqué à l'intérieur de leur subcortex, je ne sais pas quoi, ces fantasmes de lutte des classes, de guerre idéologique, de bataille, de mobilisation, etc. etc. Et ça c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Et puis, il y a aussi un autre aspect, il y en a même 3, il y a un autre aspect qui est très très important, c'est qu'en France, et ça c'est aussi quelque chose de bien réel, ça a été montré par un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne et toute son équipe, il dit qu'en France, plus qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la logique de l'honneur. Que les salariés investissent plus d'eux-mêmes et de leur honneur dans le travail que dans d'autres pays où la relation est plus contractuelle. Hein. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est plus contractuel. Par exemple, si votre patron vous dit de travailler d'une manière qui ne vous semble pas correcte, eh bien, ils auront tendance à dire je le fais quand même, je suis lié par mon contrat, tant pis pour le patron, si mon travail sera moins efficace. Bon, c'est prévu comme ça. Moi, je suis dans une logique de subordination juridique. Hein. Le contrat salarial, comme vous le savez, c'est un contrat de subordination juridique. Donc, je fais ce qu'on me dit de faire. En France, il y a plus tendance à non, on ne peut pas me faire faire ça. Moi, je sais qu'il ne faut pas faire comme ça. Je sais comment il faut faire. Il y a un investissement subjectif plus important de l'ordre de l'identité, de l'ordre de l'honneur dans le travail. Un petit exemple, en italien, par exemple, on dit je fais l'ouvrier, je suis ouvrier, je fais l'ouvrier, je fais le professeur, je fais le médecin. En anglais ou en allemand, on dit je suis un ouvrier, je suis un médecin. En français, on dit je suis médecin, je suis ouvrier. Ça vient une espèce de beaucoup plus forte identification de l'être et de la fonction, et de la profession, de l'activité, que dans d'autres pays. Et ça se retrouve, par exemple, il y a des enquêtes statistiques qui ont été faites sur les 27 pays européens, et la France est la 3e où les gens disent ce qui est très important, c'est l'activité professionnelle. Par rapport à d'autres activités, comme d'autres rôles, comme la famille, la religion, les loisirs, etc. Les Français sont extrêmement investis dans le travail. Pour eux, c'est très important. Le travail, c'est un vecteur d'identité, c'est plus particulièrement qu'ailleurs. Ces phénomènes-là qui font que le management français est plus ancré dans une espèce de défiance extrêmement forte à l'égard des salariés et des volontés de les contraindre, de les casser pour faire émerger un salarié nouveau, adapté à la nouvelle conjoncture et aux nouvelles exigences du management moderne.